À la base, moi, je me destinais à être chercheur. J'ai une thèse en thérapie génique et imagerie médicale fonctionnelle. J'utilisais le virus du HIV que l'on activait par IRM de température pour détruire des cellules cancéreuses. Donc, on était vraiment sur quelque chose de très spécifique qui marchait très bien à l'époque. D'ailleurs, on avait des premiers résultats qui étaient fantastiques et j'aurais aimé travailler toute ma vie là-dedans. Mais je n'ai pas pu pour des questions à la fois de financement et puis à la fois personnel aussi. C'est un boulot qui est passionnant. En plus, c'est très intéressant de travailler dans la recherche parce que voilà, on découvre des choses, on peut mettre en place des idées, on peut mettre en place des collaborations. On est très proactif dans la gestion de notre projet de recherche. Donc ça, c'est une liberté qui pour moi me convenait complètement. Mais effectivement, il y avait tout ce pan de la recherche en particulier vis-à-vis du rapport aux animaux qui, moi, me posait problème. Le chercheur est obligé de détruire pour comprendre. On est obligé de prendre le système, de couper en petits morceaux. Et quand on travaille sur le vivant, ça veut dire qu'il faut qu'on détruise des vies. À l'époque, j'étais jeune, ça me posait moins de problèmes. Depuis, j'ai fait beaucoup de développement personnel, j'ai beaucoup travaillé à la spiritualité. Et je pense que c'est un travail que je ne pourrais plus faire maintenant, clairement. Donc finalement, ça me posait problème à l'époque d'avoir poussé autant les études, d'avoir poussé autant les compétences. Maintenant, je sais que j'en ai tiré beaucoup d'enseignements. Ça m'a transformé aussi d'un point de vue personnel, d'un point de vue gestion des choses dans lesquelles je m'implique. J'ai compris qu'il faut être le meilleur expert de son domaine si on veut réussir. Et même quand on est le meilleur expert de son domaine, il faut travailler énormément si on veut réussir. Si on couple les deux, effectivement, on a des chances de réussir. Et donc finalement, ça a été un gain. Et ça m'a aussi appris que je ne pouvais pas, moi, d'un point de vue personnel et à titre de personnalité, me fondre dans le moule de l'université, qui est une structure quand même très rigide. Il se donne à l'extérieur des images de on prend les plus performants, et puis quand on est dans le système, on se rend compte que c'est partout pareil, et que c'est finalement des copinages qui priment, c'est les gens qui sont le plus politiques, qui sont le mieux placés, qui sont pris, etc. Et finalement, on est confronté un petit peu à toute la bassesse humaine. Après, je dis ça pour l'université, mais c'est partout pareil. Hein. Donc, il n'y a pas un domaine dans lequel on n'ait pas ce mode de fonctionnement. Mais il y a des endroits dans lesquels ils se targuent d'être, entre guillemets, avec des valeurs d'élitisme et des valeurs de justice qui finalement ne sont pas incarnées sur le terrain. Je n'ai aucune envie d'avoir les postes que mes amis ont encore, où finalement ils ne voient pas leurs enfants, ils ne voient pas leur famille, ils n'ont pas de perspective d'avenir, ils n'ont pas de perspective de changement, ils ont au contraire des perspectives qui se dégradent de plus en plus, avec des conditions de travail qui se dégradent de plus en plus parce qu'il y a de moins en moins d'argent à injecter dans l'université. Donc franchement, tandis que moi, mon chiffre d'affaires est en croissance permanente. Tu es en paix avec toi et avec ce qui s'est passé il y a des années. Mais à ce moment-là, quand tu as sorti de ton CV ces 10 ans et tout ce travail, une bonne partie de ta vie, Ouais. tu t'es senti comment? Je me suis sentie dans une profonde injustice. Pour moi, pendant presque 5 ans, tous les postes que j'ai eus, j'avais cette sensation de profonde injustice. Parce que j'ai fait ce qu'on m'a dit. Mes parents m'avaient dit, travaille bien ma fille, décroche des gros diplômes et tu seras heureux dans ta vie. Et non, j'ai travaillé bien, j'ai décroché des grands diplômes, j'avais pas de salaire. Le premier salaire vrai, réel que j'ai touché en France, il était de 1284 € net par mois. Et on m'a dit, si vous voulez plus et être statutaire, il faut que vous passiez un autre diplôme. Ça faisait 10 ans que je passais des diplômes. Et quand le directeur de la recherche clinique m'a dit, textuellement, les yeux dans les yeux, si vous voulez progresser, faut que vous passiez un doctorat de pharmacie, ben, je dis non. Enfin, je veux dire, ça va quoi. J'ai un doctorat sciences, j'ai un bac plus 5 en gestion des entreprises, j'ai des postes, j'ai travaillé en tant que chef de projet dans l'industrie pharmaceutique. Voilà, j'avais quand même un CV qui disait, ok, je suis bosseuse, je vais pouvoir faire le job et je vais le faire bien. Et le gars qui me dit, il vous faut encore 6 ans de diplôme supplémentaire. Donc oui, contre ça, je me suis profondément révoltée. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai arrêté de vraiment m'impliquer dans mon job, de vraiment m'impliquer dans mon travail, que j'ai commencé à m'intéresser à l'écriture, et je ne pensais pas que j'en ferais une entreprise, que j'en ferais une activité rentable et qui est en pleine croissance. Et si, c'est ce qui s'est passé. Comment est-ce qu'une chercheuse se sent lorsqu'elle travaille dans une boulangerie? À l'époque, pour moi, j'étais en stand-by. Je disais, bon, ben là, ça me permet de rentrer un peu d'argent, le temps que les autres offres d'emploi sur lesquelles je postule puissent donner des résultats.
Je savais que l'offre d'emploi, ça allait mettre peut-être plusieurs mois avant que je trouve un poste intéressant. Donc pour moi, la boulangerie, c'était ça en fait. En même temps, oui, je me sentais pas particulièrement bien. La patronne était complètement dépressive et elle était du genre à me hurler dessus si j'avais pas posé la balayette au bon endroit, quoi. Voilà. Donc voilà. Et puis il payait en liquide et puis il y avait des fois il oubliait sur 500 euros, il oubliait 100 ou 200 euros, voilà, parce qu'il avait autre chose à payer et que c'était normal. Voilà. Donc non. On n'est pas dans un cadre confortable, on n'est pas dans un cadre où on peut se sentir bien. J'aimais beaucoup le relationnel client, par contre, échanger des mots, échanger un sourire, voilà. Gérer la caisse, je trouvais ça très très amusant. Donner un peu de monnaie, en récupérer, faire que la caisse au final soit très équilibrée, ça me plaisait énormément. C'est voilà, c'est des petits détails, quoi. Gérer sa propre boutique, faire qu'elle soit jolie, qu'elle donne envie aux gens de rentrer, qu'il y ait des étals qui soient bien remplis, qu'il n'y ait pas de saleté qui traîne. Enfin voilà, il y a tout un côté très relationnel que je trouvais intéressant. Qu'elle soit bien propre, qu'on soit bien fier de ce qu'on présente, ouais. Ça me plaisait. Ça me plaît toujours, je le fais toujours, mais plus dans une boulangerie. Comment est-ce que tu as décidé de partir quand même de là? Ah, ben, j'ai décidé, après qu'il m'ait carotté encore 100 euros sur mon salaire, j'ai récupéré l'argent qui me manquait, puis j'ai plus jamais remis les pieds dans la boulangerie, et c'était normal. Enfin, voilà, je veux dire, après, il s'est débrouillé. Enfin, il y a des limites. Bah oui, parce que quand on dote beaucoup, quand on s'investit et qu'on fait bien les choses et qu'au-dessus de nous, on a des gens qui font pas bien les choses, il y a un moment où il faut pas rester. C'est aussi simple que ça. Enfin, je veux dire, on peut décider de rester ou être contraint par les circonstances, mais on ne fait que se détruire. Et petit à petit, l'environnement, quand il est négatif, il finit par entamer tout le bien-être qu'on peut avoir, quoi. Donc il y a un moment aussi où notre propre responsabilité, c'est travailler à notre propre bien-être au quotidien. Et travailler à notre propre bien-être au quotidien, parfois, ça veut dire aussi aller voir ailleurs ce qui se passe. Et ça, c'est toujours très bénéfique. Ok, tu as toujours écouté les conseils de ta famille, de tes parents qui ont dit qu'il faut travailler dur. Ouais. Donc tu as été très tolérante. Mais tu Voilà. as su aussi t'arrêter et te dire là, ça suffit, stop. Ouais. La plus belle chose qu'on puisse faire dans la vie, je pense, c'est dire à nos parents qu'on les aime, mais que le chemin qu'ils prévoyaient pour nous n'est pas le bon. Et je pense que c'est la plus belle preuve d'amour que l'on puisse leur faire. Parce que nos parents, avec tout l'amour qu'ils ont, vont nous dire, regarde, moi, mon chemin, ce qui a marché pour ça, pour moi, c'était ce chemin-là. Donc, je t'en prie, mon enfant, va dedans. Et c'est ce qu'ils m'ont dit, hein, en me disant, il faut travailler dur, il faut avoir des diplômes. Et ils avaient raison. En l'occurrence, eux, ils avaient de grands diplômes. Ça leur a ouvert des postes sur lesquels ils sont restés jusqu'à la fin de leur vie. Et c'était normal à l'époque. Mais nous sommes dans un monde qui a complètement changé. Cette stabilité-là n'existe plus. Oui, il faut travailler dur, il faut être expert, mais il faut être multi-expert. Il faut être expert dans plein de choses, il faut s'intéresser à beaucoup de choses, il faut être réactif, il faut être capable de bouger. Ces notions-là, ils ne les avaient pas, eux, donc ils n'ont pas pu me les donner. Donc ces notions-là, il a fallu que je les crée toute seule. Et quelque part, je pense que, et c'est ce que je vois surtout dans la majorité des gens que j'accompagne, la problématique qu'on a tous, c'est de se retourner, de dire à nos parents, je vous aime, merci pour les conseils que vous avez donnés, mais mon propre chemin, c'est moi qui vais le créer. À partir du moment où j'arrive à faire comprendre ça à mes clients, et non seulement le comprendre, mais également l'incarner dans toutes les dimensions de leur vie, ce sont des gens qui sont tirés d'affaire. C'est ça qui est difficile, de dire non à nos parents. Mais c'est une preuve de maturité, ça veut dire qu'on est adulte. C'était difficile pour toi? Comme tout le monde. Comme tout le monde. Et c'est d'autant plus difficile qu'on n'a pas de trahison, entre guillemets, de nos parents. C'est-à-dire, si on a des parents qui sont un peu difficiles, avec beaucoup de défauts, ce genre de choses, qui n'ont pas fait bien les choses dans notre ressenti personnel, c'est plus facile de dire, mais non, tu vois, c'est pas bien, donc je vais faire mieux, quelque part. Si on a une image parfaite, des parents parfaits, idéaux au-dessus de nous, oui, c'est plus compliqué de dire, mais oui, votre image, elle est parfaite, mais c'est pas la mienne. Voilà. Mais en même temps, c'est un magnifique espoir comment dire, d'honneur, c'est une magnifique façon de s'honorer soi-même, je pense. Être capable de dire, je suis différent de vous. Et c'est pas trahir que d'assumer cette différence. Et c'est pas trahir de m'honorer moi et de travailler tous les jours à mon propre chemin qui sera différent du vôtre. C'est au contraire honorer l'amour que vous avez en moi. Parce que quelque part, je peux devenir la meilleure version de moi-même et vous ne m'en aimerez que plus. Voilà. C'est un Comment est-ce message qu'ils ont réagi? Comment ils ont réagi? Bah, t'as bien raison, ma fille.
Ben voilà. C'est vrai. Ben oui, ils ont vu mes années de galère. Ils ont vu que pendant des années, je gagnais pas ma vie. Ils ont vu que pendant mes années, j'étais au crochet de celui qui est devenu mon futur mari. Et ils voyaient que pendant des années, je galérais et je n'avais pas de job dans lequel je m'épanouissais. Donc voilà. Et c'est après qu'ils se sont rendus compte, voilà, que maintenant, je suis chef d'entreprise, ça se passe bien, je gagne ma vie et tout va bien. Enfin voilà. Enfin, finalement, ce qu'on peut aimer, ce qu'on peut vouloir de mieux pour nos enfants, c'est qu'ils soient heureux. Et personnellement, par rapport à mes parents, je crois que je ne peux pas leur montrer meilleure image de bonheur que ce que je vis à l'heure actuelle. Tu as eu de la chance d'être entourée par une famille aimante Oui, et bien sûr, encourageante. bien sûr. Après, je pense que les parents non aimants sont quand même très rares. On est conditionné pour aimer les enfants que l'on met au monde. C'est normal, c'est physiologique, on va dire. Il y a certains parents qui sont tellement enfermés dans les douleurs qu'ils ont eues, qu'ils n'ont pas résolues, qu'ils se mettent à reproduire des schémas délétères pour leurs enfants. Et ça, c'est dramatique. Et ces gens-là, il faut les aider, eux, leurs ascendants et leurs descendants. Mais la majorité des gens, je pense, font les choses par amour, parfois maladroitement, mais par amour. Donc, on est dans un monde d'amour. Il faut le regarder comme ça. Et parfois, il y a beaucoup de bêtises, il y a de la méconnaissance, il y a de l'incompréhension, il y a de l'ignorance. Oui, celle-là, elle peut être délétère. Voilà. Tu as commencé quand ton activité en tant qu'entrepreneuse? Alors, je l'ai commencé de façon très paradoxale à cause d'un joli accident de vie, on va dire. Je suis tombée enceinte, alors que c'était pas prévu. Je pense qu'inconsciemment, je m'empêchais de devenir mère, parce que pour moi, je devais d'abord devenir cadre, avoir un poste à responsabilité et un bon salaire, et là, j'aurai l'occasion de devenir mère après. Bon. J'ai galéré pendant des années, je n'ai jamais réussi, et tant mieux d'ailleurs, c'était pas mon chemin. Euh, et j'ai commencé à tomber enceinte à partir du moment où j'ai compris que ça servait à rien de se battre dans le cadre de mon travail. J'avais toujours mis mes efforts dans le cadre de mon travail et finalement, je n'avais eu aucune reconnaissance et aucune rétribution. Tu faisais quoi À à part- l'époque? à l'époque, j'étais attachée de recherche clinique et c'était justement après que ce directeur de la recherche clinique m'a dit qu'il me fallait un doctorat de pharmacie en plus de mes diplômes actuels. Donc là, j'ai dit, on laisse tomber, je vais faire deux choses. Je vais faire mon doux boulot, je suis payée pour ça, mais j'irai pas plus loin. Je vais monter à cheval, parce que c'est ma passion et que j'ai toujours adoré ça. Et puis je vais écrire, parce que ça, l'écriture, je l'avais mis de côté quand j'étais gamine. Mes parents m'avaient dit, jamais dans ta vie tu gagneras ta vie avec ton écriture. À leur époque, c'était vrai. Donc ils ont eu raison de me le dire avec leur vision du monde. C'était vrai. Gagner sa vie avec l'écriture, il y a 40 ans de ça, c'était très compliqué. Maintenant, tout le modèle du business sur Internet a changé et justement, les revenus des livres ont complètement été métamorphosés, même si les maisons d'édition ne sont pas encore au courant. Donc, j'ai commencé à m'intéresser à l'écriture, mais j'ai commencé à m'y intéresser non plus comme la gamine de 15 ans qui se jetait sur la page blanche avec tout feu, tout flamme et qui écrivait ce qu'elle avait envie d'écrire, mais comme la femme un peu plus mature, la surdiplômée, qui a appris qu'il faut apprendre auprès des experts pour devenir un propre expert. Et donc, j'ai commencé à travailler avec des experts, et puis je suis aussi allée travailler ma propre expertise, comme j'avais appris à le faire pendant tout mon cursus universitaire. Donc, je suis allée chercher des publications scientifiques, je me suis passionnée sur le pouvoir des histoires sur le cerveau, j'ai travaillé sur la psychologie cognitive, la création de la pensée, comment impacter la mémoire, comment impacter l'attention, comment créer une histoire et faire que finalement tous les éléments que l'on veut donner à l'autre soient agencés de façon à être parfaitement compréhensibles et très faciles à mémoriser. Et ça, c'est la base de mon expertise. Et donc, j'ai commencé à écrire un premier roman, et puis je l'ai envoyé à une maison d'édition, et 48 heures plus tard, j'avais un contrat d'édition dans ma boîte mail. Donc, j'avais appris à écrire une histoire qui fonctionnait. C'était pas le plus parfait des livres, c'était mon premier livre. Et le premier, il n'est jamais parfait. Hein. Essayez de faire un gâteau pour la première fois, vous allez voir ce que vous sortez du four. Il est jamais parfait, mais il peut être mangeable. En l'occurrence, mon premier livre était mangeable. Et puis, je suis partie sur un deuxième et un troisième, et puis j'ai développé cette expertise. Et il se trouve qu'à partir du moment où j'ai commencé à m'intéresser aux choses qui m'intéressaient vraiment, et à non plus travailler pour vivre plus tard, mais à vivre tout en travaillant à côté, je suis tombée enceinte, alors qu'on pensait qu'on n'arriverait jamais à avoir d'enfant avec mon mari. Et la grossesse était pathologique, donc je me suis arrêtée de travailler.
Et par contre, j'ai continué d'écrire puisque ça me passionnait. Et puis, il s'est trouvé que, ben voilà, de fil en aiguille, je me suis retrouvée à ne plus pouvoir travailler parce que les frais de garde étaient trop importants. Donc, je suis restée à la maison et j'ai continué à développer cette activité d'écriture. Et c'est à ce moment-là que la maison d'édition m'a dit, bon, ben voilà, il faut que tu apprennes le marketing en ligne pour tes livres parce que les livres maintenant se vendent, mais via le marketing en ligne. Donc, j'ai trouvé plusieurs formateurs. Je me suis formée au marketing en ligne. Et puis, c'est à ce moment-là que j'ai compris que ce que je faisais avec l'écriture et l'histoire, c'est précisément ce que font les gens pour vendre à travers Internet. Donc, je me suis retrouvée en fait avec une expertise que j'avais développée de mon côté, qui était tout à fait valorisable dans le cadre d'un développement commercial d'une activité sur Internet. Mais j'en avais juste pas la preuve, j'avais que les fondamentaux. Donc, je suis allée voir un des marketeurs avec lesquels je travaillais, qui était un de mes enseignants, il s'appelle Laurent Chenon. Et en fait, je suis allée le voir et je lui ai dit, ben, mais voilà, le marketing, il est fait comme ça, comme ça, comme ça pour l'instant. Moi, ce que j'ai appris de mon côté avec la psychologie cognitive, avec tout ce que j'ai travaillé sur la neurobiologie de la narration, je pense qu'on passe à côté de ça, de ça, de ça, de ça. Il y a plein de tests qu'on peut faire. On peut métamorphoser le marketing en ligne. Il m'a dit, bingo, d'accord, j'envoie du monde sur toi. Alors qu'il Et avait déjà une méthode qui marchait bien. ah, lui, il avait déjà l'entreprise qui était leader de son marché à l'époque sur la vente de formations en ligne. Et il avait déjà plusieurs milliers d'étudiants avec lui. Et de temps en temps, sur les meilleurs étudiants, il envoyait des promotions. C'est-à-dire qu'il envoyait carrément sur ses listes pour que les étudiants fassent leur travail de conversion derrière et commencent à lancer leur business. J'étais son étudiante, je lui ai présenté ça. Il m'a dit, OK, je te traite comme les autres, on lance ton business. Dès que tu es prête, tu prépares ton marketing et on envoie les gens dessus. C'est ce qu'il a fait. J'ai eu plus de 800 personnes qui sont venues m'écouter ce jour-là. Ce soir-là, c'était une conférence que je faisais en ligne, hein. Donc, j'ai fait ma petite conférence en ligne toute seule dans mon coin. J'ai eu très peur de tout rater. C'était un stress incroyable, mais voilà. Derrière, j'ai vendu un produit et je l'ai très bien vendu. J'ai fait 30 000 € de vente dans la soirée. Il faut dire qu'à l'époque, j'étais aux allocations familiales, donc je touchais un peu moins de 10 000 € par an. Donc c'est pour donner une petite idée. Et le meilleur salaire que j'avais touché en France, je touchais 18 500 € par an. Donc là, j'avais fait 30 000 € en 1 heure et demie. Je me dis, mais même si j'en fais 4 par an, j'aurai un salaire et un revenu qui sera infiniment plus gros que tout ce que j'ai gagné en France en bossant 40 heures par semaine. Donc là, le changement d'esprit a été immédiat. Et je me suis dit, voilà. En plus, j'ai adoré faire cette conférence. Et je me retrouvais du coup avec des clients qui m'avaient fait ce chèque en me disant, ben voilà, aide-moi. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis lancée là-dedans. J'ai aidé les gens qui m'avaient payé pour ça. Et avec qui ben, ça s'est très bien passé. Du coup, j'ai appris un petit peu la formation en ligne. Et puis, effectivement, tout ce que j'avais fait sur la psychologie cognitive, le recul, tout ça, je me suis dit, mais il faut améliorer les processus de formation en ligne. Il faut améliorer le fait que les gens restent jusqu'à la fin. Parce que j'étais comme tous les autres formateurs au démarrage, hein. Quand on lance une formation en ligne, on a à peu près 20% des personnes qui vont jusqu'au bout de la formation et on a peut-être 5% des personnes qui réussissent. Moi, ça m'était insupportable de me dire que je vendais quelque chose et que 80% des gens à qui je le vendais n'en tiraient pas bénéfice. Alors, j'ai travaillé la gamification, beaucoup. Prendre l'apprentissage ludique. J'ai travaillé les processus d'engagement des gens. Comment faire pour que les gens viennent sur la formation, ne se laissent pas embarquer dans leur vie. Je leur donne des méthodes physiques, effectivement, pour travailler, faire de la place pour leurs rêves. Il y a tout un coaching psychologique, physique et toute une métamorphose en fait des formations en ligne. Je ne vends pas 3 vidéos en fait. Je vends vraiment tout un processus qui va engager la personne jusqu'au bout. Et là, dans ma dernière formation, c'est une formation qui court sur 2 ans. J'ai 99% des gens qui vont jusqu'au bout. J'ai 100% d'ouverture de mes emails sur plus de 500 jours. Ça veut dire qu'en fait, les gens commencent la formation mais restent dedans et ils consomment le contenu au fur et à mesure jusqu'à la fin. Et ils sont engagés jusqu'à la fin et ils ont des résultats à la fin. Et ça, franchement, c'est ma raison de vivre, ça. Voilà. Je pense que la vie t'a conduit à travers tous ces obstacles parce qu'on les voyait comme obstacles. Mais finalement, Ouais. derrière, il y avait des cadeaux. À chaque obstacle, il y a un cadeau. De toute façon, ça c'est clair et net, c'est ce que nous apprend le chemin du héros. On part au départ avec
Je vais vous parler du chemin du héros par rapport à cette question-là, parce qu'il est fondamental. Je suis tombée amoureuse du chemin du héros. C'est un concept qui a été inventé par un universitaire américain qui s'appelle Joseph Campbell, et qui a fait en fait une étude comparative de tous les mythes et légendes dans le monde. À l'époque, il n'y avait pas Internet, donc il pouvait trouver des peuplades qui n'étaient pas en connexion avec, les unes avec les autres, avec la 3G ou la 4G. Et il allait prendre en fait leurs récits et il regardait les points communs. Il en a tiré une synthèse qu'on appelle maintenant le monomythe, en fait, le chemin du héros, c'est-à-dire les différentes étapes par lesquelles passe psychologiquement une personne dans son chemin de vie pour aller un peu plus loin. Alors, vous pouvez le trouver sur Internet, il y a à peu près 12 étapes. Moi, je l'enseigne dans mes méthodes d'écriture, mais je l'enseigne en 150 étapes à peu près, parce qu'on peut aller beaucoup plus loin que ces 12 étapes initiales. Mais ce que nous enseigne le chemin du héros, c'est que quelque part, on est tous un héros intérieur. On a tous un super pouvoir. Il nous appartient par contre à nous d'aller le chercher. Et évidemment, quand on se retrouve engoncé dans le métro boulot dodo, on n'est pas dans la quête de notre super pouvoir. On est juste en train d'essayer de survivre. Et toute la société actuelle, elle est conçue pour ça. Elle n'est pas conçue pour nous aider à trouver notre super pouvoir ou pour nous aider à devenir riches. Et quand j'entends riche, je parle d'argent, mais d'autres choses aussi, de tout ce qu'on peut avoir comme valeur humaine. Elle est conçue pour nous avilir et elle est conçue pour faire de nous des petites machines qui vont être des petites fourmis dans une fourmilière bien huilée. Alors, par rapport à ça, pour trouver son super pouvoir, en fait, il faut se détecter en tant que super-héros. Et le super-héros, au départ, il est inconfortable avec sa situation initiale. Il est, comme le dit Baudelaire, cet oiseau, cet albatros qui est gêné par ses ailes de géant. Il marche par terre, mais il ne vole pas. Par contre, il regarde le ciel et il se dit « qu'est-ce que ça serait bien de voler ?» Et il est gêné par ça, il a cette gêne. Si vous êtes parfaitement confortable dans votre vie, alors c'est que tout va bien. Mais si vous êtes dans cet inconfort, si vous savez qu'il y a plus grand, plus haut, plus loin pour vous, eh bien vous avez raison. Par contre, il faut aller chercher ce pouvoir de super-héros. Et ce qui se passe en fait, c'est qu'il y a toute une étape de processus de transformation. Une des premières étapes, c'est que vous allez avoir l'appel de l'aventure. Il y a un mentor ou un messager qui va venir vous voir et qui va vous dire, tu sais, tu es un super-héros. Et on le voit dans tous les films. C'est Hagrid qui vient voir Harry Potter et qui lui dit, tu sais Harry, tu es un sorcier. C'est Obi-Wan Kenobi qui vient voir Luke Skywalker et qui dit, tu es un Jedi, Luke. Enfin voilà, ça se retrouve partout. Il y a quelque chose qui se passe et qui vous dit, il y a autre chose pour toi. Tu es appelé à un destin plus grand que toi. Pardon. Il y a plusieurs peut-être appels. Alors, parce qu'on ignore d'habitude. Le premier, la réaction instinctive de tout le monde quand on lui dit vous êtes un super-héros, c'est dire non, pas moi. Non, 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 je suis juste moi. Et ça, c'est vraiment la réaction instinctive qu'on a tous et c'est normal, c'est notre cerveau reptilien qui va nous protéger et qui va nous dire surtout tu ne fais que rien ne change. Si rien ne change, tu es en sécurité. Si quelque chose change, tu es en danger, tu vas peut-être mourir. Il a raison, notre reptilien. Hein, parce et puis, il y a aussi la non-confiance en soi. Oui, ça fait partie, c'est un tout. Et il a raison, ce reptilien, parce qu'effectivement, une des étapes pour aller chercher son super pouvoir, c'est une mort symbolique qui s'appelle l'ordalie. Donc, ce que va faire notre super-héros, c'est qu'il va dire, oui, ok, d'accord, peut-être qu'effectivement, il y a une aventure à côté de laquelle il ne faut pas que je passe, il ne faut pas que je la rate. Et il va se jeter dans l'aventure. Et on se jette toujours dans l'aventure avec un enthousiasme délirant. On est heureux. Pourquoi? Parce que c'est peut-être la première fois de notre vie qu'on s'attache à aller chercher ce qui nous rend en joie, qu'on s'attache à aller chercher ce truc qui est là tout au fond, qui nous gêne, et qu'on sait que tôt ou tard, enfin, on sait que c'est un potentiel incroyable et on a besoin, en fait, de lui donner vie, mais jusqu'à présent, on n'a pas osé le faire. Donc, quand on s'y connecte et qu'on dit, ok, je vais me lancer dans l'aventure, mais à ce moment-là, oui, on se reconnecte à cette joie, et le premier pas, en général, c'est une joie fulgurante, c'est un enthousiasme, c'est oui, je vais le faire, voilà. Et en général, on se retrouve confronté à un autre archétype qui s'appelle le gardien du seuil, où finalement, à partir du moment où on commence à se janter là-dedans, tout plante. Tout ce qui marchait avant ne marche plus. Toutes les choses qui étaient faciles à utiliser deviennent compliquées. Ou alors on est confronté à des trucs qui ne fonctionnent pas alors qu'elles devraient fonctionner. Et ça, c'est vraiment très, très caractéristique du chemin du héros. On se demande parfois quand on se lance dans un nouveau projet, mais pourquoi ça plante? Ça devrait marcher. On a une frustration énorme par rapport à ça. Plus notre frustration est importante, plus elle est révélatrice du fait qu'on est sur le bon chemin. Plus les obstacles sont compliqués, plus ils sont révélateurs du fait qu'on est sur le bon chemin. Et ce gardien du seuil, on ne peut pas le passer avec notre force. On ne peut pas le passer en force. Il faut être malin. Parce que le gardien du seuil, il nous pose une simple question, c'est est-ce que tu es sûr de le faire? Est-ce que tu es sûr que tu iras jusqu'au bout?
Et d'ailleurs, la symbolique du gardien du seuil, elle est magnifique. Elle a été inventée par les Égyptiens, c'est la symbolique du sphinx. Il a un corps de lion qui prouve sa puissance. Il est plus fort que le héros, on ne peut pas le passer par la force. Par contre, il a un visage de femme en général, et parfois même des ailes. Pourquoi? Parce qu'il y a cette dimension spirituelle et intellectuelle. Ça passe par la parole, ça passe par le cerveau. Ce que nous dit le gardien du seuil, ce que nous demande le sphinx, c'est: seras-tu assez malin, assez intelligent pour donner vie à ton pouvoir de super-héros, à matérialiser en ce monde le rêve que tu as dans ta tête. Et le héros, en général, pour passer le gardien du seuil, soit il doit s'en tirer avec une pirouette verbale, soit il doit se déguiser. Et ça, c'est magnifique parce que c'est la Silicon Valley, en fait, qui l'a complètement incarné. Ils ont un dicton là-bas. Dans la Silicon Valley, en fait, ils prennent des jeunes entrepreneurs et ils leur font créer leur entreprise et se battre pour en faire les futurs Google, Facebook, les futures grandes entreprises de demain. Et en fait, ils ont un dicton là-bas qui donne à ces entrepreneurs qui dit « fake it till you make it », qui veut dire en quelque sorte « déguise-toi, fais semblant jusqu'à ce que tu incarnes vraiment ce que tu sois ». Et c'est magnifique de se dire que la Silicon Valley, qui est quand même à l'origine des plus grosses entreprises de ce monde, elle utilise cette symbolique du gardien du seuil et elle incarne complètement cette symbolique-là. Et une fois que votre héros, il se sera déguisé, il aura faké, c'est-à-dire qu'il aura menti un petit peu sur qui il est au départ et qu'il aura fait semblant d'être qui il veut devenir, c'est à partir de ce moment-là qu'il va pouvoir le devenir vraiment. Et ensuite, le héros va se retrouver dans un nouveau monde. On va se retrouver dans un nouveau monde avec ses codes, avec ses ennemis, avec ses amis, avec ses traîtrises, avec ces gens qui vont prendre parti pour nous et qui vont nous sauver. Et surtout avec cette Ordalie, qui est l'étape magistrale, l'étape la plus intense du centre, qui est finalement une mort spirituelle. L'Ordalie, en fait, c'est un terme qui vient du latin médiéval. C'était le processus par lequel on brûlait les sorcières pour les rendre pures, en quelque sorte. Donc c'est vraiment une mort physique, une mort qui est devenue maintenant, dans le processus du chemin du héros, une mort intellectuelle. On est obligé de tuer l'enfant qu'on était pour devenir adulte. On est obligé de détruire l'enveloppe corporelle qui était trop faible avant pour pouvoir éclore. Le poussin est obligé de casser sa coquille pour éclore. La graine doit casser la coquille de sa graine pour devenir la plante puis l'arbre. Il y a un processus de destruction obligatoire. Il faut détruire une partie de soi. Le phénix va prendre feu avant de renaître sous la forme d'un phénix encore plus beau et beaucoup plus puissant et beaucoup plus... Ce n'est pas une transformation, ce n'est pas plus simple de transformer que de brûler? Non, il y a une dimension de destruction. Il faut mourir pour renaître. Je suis navrée de le dire, mais il faut mourir pour renaître. Pourquoi? Parce que toute notre enfance, on s'est construit avec un cadre. En fait, les parents nous ont donné un cadre. Tu ne vas pas au-delà. Oui, dedans c'est bien, dehors c'est mal. Ce cadre-là, il faut le faire voler en éclats si on veut devenir libre. Et on ne peut le faire qu'en mourant. Quelque part, il faut honorer mais tuer notre enfant intérieur. Disons pas exactement notre enfant intérieur, mais tuer le cadre qu'on avait. Tuer l'enfant obéissant qui était en nous pour devenir à nouveau ce nouvel enfant, mais qui est libre. Et qui est libre de faire et de créer le monde de la façon dont il le voit, avec ce qui lui apporte le plus de joie. Et à partir du moment où le héros a vécu cette Ordalie, il va avoir une récompense, une petite récompense immédiate, mais une vraie récompense gigantesque qui est intitulée le Graal, lorsqu'il va faire ce processus-là, non plus pour lui, mais pour les autres. Parce que c'est ce qui se passe dans l'étape suivante. Le héros va devoir sauver le monde. Il s'est sauvé lui-même dans cette première étape ordalique. Maintenant, il va retourner chez lui et le monde est en danger et le monde est en destruction. Et c'est rien de le dire quand on voit la crise qui nous entoure. Mais les héros qui auront fait leur ordalie à ce moment-là pourront dire « Ok, je vais sauver tous ceux qui n'ont pas encore fait leur ordalie, je vais sauver tous les autres. » Et finalement, il va revivre ce processus de destruction. Il va se sacrifier, et sacrifier, ça vient du latin, et ça veut dire se rendre sacré. Et par ce sacrifice ultime, qui peut être mortel ou pas, mais en tout cas par ce sacrifice ultime, par le fait qu'il a déjà vécu son ordalie, il va être capable de le faire sciemment. Par ce sacrifice ultime, en fait, il va sauver les autres. Et c'est finalement là notre mission de super-héros. On n'est en rien un être unique
On est un être qui est sur Terre pour aider son compagnon, son conjoint, tous les autres qui sont autour de nous, en fait. Et c'est quand on fait ce sacrifice-là qu'on touche la vraie récompense, qui n'est pas la récompense qu'on a à la fin de l'Ordali, mais qui est bien le Graal, la récompense ultime que l'on doit apporter à l'humanité. Voilà. C'est ça ce que nous enseigne le chemin du héros, par ces différentes étapes que je viens de vous résumer. Et oui, c'est un processus qui contient des modes de destruction, mais c'est pour mieux renaître au monde. D'accord. Comment tu l'as fait? Comment tu as fait ce processus de destruction pour passer? Pour moi, l'Ordali, elle a été très claire. C'est quand j'ai tiré un trait de plume sur 10 ans de ma vie. C'est quand j'ai décidé, non, je ne serai pas chercheur. Pour moi, être chercheur, c'était vraiment être dans ce que me disaient mes parents. Sois fort, travaille dur, travaille à fond et tu auras un poste à responsabilité et tu seras heureuse. Tirer un trait là-dessus, ça veut dire à mes parents, j'ai travaillé dur, ça n'a rien donné. Ce que vous m'avez dit était un mensonge. Il était là mon processus ordalique. Il était là d'accepter simplement qu'il fallait que je détruise toutes les images que j'avais créées de moi, cette image de chercheur, de maître de conférence, de personne qui serait reconnue à l'international dans la biologie, cette image de sauveur également, puisque pour moi, je voulais créer les médicaments qui sauveraient les gens. Je voulais sauver les gens du cancer, je voulais sauver les gens des maladies orphelines, qui sont ces maladies terribles qui touchent des enfants et pour lesquelles on n'a pas de traitement. Ça, c'était ma volonté initiale et c'était vraiment mon rêve magnifique. Ce rêve-là, j'ai dû le détruire. Et c'est pas grave parce que finalement, j'en ai un autre qui est bien vivant et dans lequel je m'épanouis tout autant, si ce n'est plus. Parce qu'à l'heure actuelle, je peux aider les personnes une par une. D'accord, je suis pas à l'origine du médicament qui va détruire le cancer ou le sida ou du médicament qui va sauver les enfants qui sont atteints de maladies orphelines. Mais c'est pas grave parce que je suis à l'origine d'un autre médicament qui va rentrer dans la tête des gens et qui va leur apprendre tout le bienfait qu'ils peuvent apporter au monde et qu'ils peuvent apporter aux autres. Ok, c'est très intéressant et je pense qu'il faut écouter plusieurs fois pour comprendre vraiment parce que c'est un processus qui est très profond. Oui, complètement. Et ce n'est pas évident parce qu'on peut faire des confusions, on peut penser que lorsqu'on s'est lancé sur ce chemin du héros, ce n'est pas le vrai chemin. Lorsqu'on rencontre les premiers obstacles, on peut penser que ce n'est pas le bon et on peut abandonner. Oui, Comment faire pour continuer, pour ne pas abandonner? Alors, c'est très très intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement, on se pose toujours la question. Quand on tombe sur le gardien du seuil et que tout est bloqué, tout est fermé, les gens les plus spirituels, ils disent non, mais c'est pas pour moi, ça c'est un signe qui me dit qu'il faut pas que j'y aille. Voilà. Alors, il faut faire attention aux surinterprétations aussi. Sincèrement, les signes, il y en a partout et de toute nature, des fois positifs, des fois négatifs. Mais le gardien du seuil, c'est vraiment un signe très fort qui va vous dire non, c'est bloqué, c'est verrouillé. Est-ce que tu peux être malin? Il faut penser à deux choses. La première, c'est si vous êtes confronté à ça et que vous doutez, projetez-vous dans le résultat final, dans ce qui vous a amené à commencer à vous confronter au gardien du seuil. Est-ce que ça génère en vous une joie profonde? Est-ce que si vous vous dites, ok, j'abandonne, vous êtes juste en train de vous dire, non, mais j'aurais jamais dû abandonner, pourquoi j'ai abandonné? Voilà. Est-ce que vous avez des remords profonds? Ça, clairement, il faut vous dire que si vous ressentez ça, c'est que vous êtes sur le bon chemin et il faut vous accrocher. Si vous abandonnez par contre, ou si vous l'avez déjà fait, et vous allez vous rendre compte qu'il va y avoir à nouveau le même plat qui va vous être servi sous le nez. L'univers ne vous lâchera pas tant que vous ne serez pas arrivé, même jusqu'à la fin, à faire ce pourquoi vous êtes là. J'ai des gens qui rentrent dans ma formation, le doyen et la doyenne ont respectivement 84 et 89 ans. Ce sont des gens qui donnent maintenant l'opportunité à leurs rêves, après une vie de travail et une vie de famille bien remplie. Et il n'y a pas de trop tard, ça n'existe pas le trop tard. Tant que vous avez encore un souffle de vie, le trop tard n'existera jamais. Donc vous allez avoir l'univers qui va vous resservir les plats, et encore, et encore, et encore, jusqu'à ce que vous dites, ok, oui, effectivement, je suis bon pour ça, effectivement, c'est ma voie, c'est là-dedans qu'il faut que j'y aille, et rien ne me fera lâcher, même pas un gardien du seuil. Voilà. Connectez-vous à votre émotionnel et regardez les choses qui se passent autour de vous. Vous allez en avoir des obstacles, parce qu'à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Je veux dire, c'est pas moi qui l'ai inventé, ça. Donc, il y en aura des obstacles, et des obstacles qui vont vous amener jusqu'à mourir. C'est pas grave,
parce que vous allez renaître comme être de lumière. Vous allez renaître infiniment plus fort, plus puissant. Et surtout, vous allez renaître complètement aligné avec ce pourquoi vous êtes ici. Ça veut dire que vous n'allez pas renaître comme ce petit enfant qui devient timidement un adulte, mais vous allez renaître comme ce phénix qui est en plein de pouvoir, comme cet albatros qui est finalement le maître des airs. Voilà, c'est ça votre chemin. Un grand merci à toi, Emmanuel, pour cette générosité et pour le temps que tu as partagé avec nous, pour tous ces conseils formidables et pour ce regard sage sur la vie. J'espère que ça va aider énormément de personnes. Je vais mettre en description ton site web pour que les personnes qui pensent qu'elles peuvent être aidées par toi puissent te retrouver facilement. Alors ça, je le fais dans le cadre de ma formation sur l'écriture de romans. J'aide beaucoup les gens à écrire le récit de leur propre histoire, sous forme de roman et sous forme d'histoire. Et si vous voulez, il y a une conférence gratuite pour ça et il y a le lien qui va être en dessous. Vous pouvez vous inscrire, vous allez recevoir des mails de ma part, vous allez voir cette conférence gratuite. Si ça vous correspond, pour aller plus loin avec moi, si vous voulez. Si vous voulez pas, il n'y a aucun problème. Moi, je ne force personne à venir. Mais en tout cas, j'accompagne effectivement les gens là-dedans, dans le fait de travailler sur leur propre histoire pour en tirer des enseignements et pour aller plus loin. Et de temps en temps aussi, ce sont des histoires qu'on fait des romans et des livres qui ont beaucoup de succès, qu'on offre au monde. Là, par exemple, je travaille avec Marie, elle est incroyable, elle est tétraplégique, elle a développé une sclérose en plaques à l'âge de 25 ans, et elle a un chemin de vie qui est juste complètement passionnant et qui montre une telle volonté de ne jamais abandonner que c'est une leçon en soi. Donc voilà, venez regarder, cliquez sur le lien en dessous et puis comme ça, vous pourrez voir un petit peu mon accompagnement et puis ce que je vous propose par rapport à ça. Un grand merci encore une fois. Merci à toi. Merci à vous aussi d'avoir regardé. Vous pouvez liker, vous pouvez partager cette vidéo et puis abonnez-vous pour voir les prochaines vidéos aussi qui vont apparaître sur la même chaîne. Merci à tous ceux qui sont venus. Effectivement, n'oubliez pas, likez, partagez, allez-y. Et puis à très bientôt, j'espère.